Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être une ombre dans votre propre maison, un murmure silencieux dont les sacrifices sont considérés comme acquis? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a été méprisée, oubliée dans le foyer qu'elle avait bâti, mais qui a redécouvert sa propre lumière. Cette histoire est un rappel que votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Pendant que vous écoutez, dites-moi dans les commentaires depuis quel coin du monde vous nous rejoignez et quel âge vous avez. J'aimerais beaucoup vous lire. Je m'appelle Marie Dubois, j'ai 74 ans et jusqu'à l'hiver dernier, j'aurais pu vous dire que j'avais mené une vie simple et tranquille. J'ai été bibliothécaire scolaire pendant près de 40 ans et je portais en moi le rythme calme des livres, l'ordre des étagères et la joie discrète de voir des enfants découvrir des histoires qui les accompagneraient pour toujours. Après le décès de mon mari Jean il y a 10 ans, j'ai appris à construire mes journées autour de routines bien établies. Une tasse de thé le matin près de la fenêtre, l'entretien des fleurs qu'il avait plantées avant que son cœur ne lâche et des après-midi remplis de lecture ou de tricot. La vie n'était pas glamour, mais c'était la mienne et j'avais mérité chaque once de cette paix. J'avais été économe toute ma vie. Jean et moi n'avions jamais eu beaucoup d'argent, mais nous nous en sortions. Il était mécanicien et j'étirais chaque euro de son salaire, mettant un peu de côté chaque mois. Après sa mort, j'ai vécu de sa pension et de mes économies. Je n'étais pas riche, loin de là, mais j'avais assez pour couvrir mes besoins et un peu plus pour les urgences. Cela me réconfortait de savoir que je n'aurais à dépendre de personne. Mon fils Luc et sa femme Sophie passaient de temps en temps. Luc avait été proche de son père, mais après la mort de Jean, quelque chose avait changé. Il venait moins souvent et quand il le faisait, c'était généralement Sophie qui parlait le plus de factures, d'opportunités, de la difficulté de la vie actuelle. J'essayais de ne pas trop y penser. Les familles s'éloignent, me disais-je. Au moins il venait encore. Au moins je voyais encore mon petit-fils Léo quand il n'était pas trop occupé par l'école. Cet hiver-là, cependant, mon monde s'est fissuré. Tout a commencé parce que je croyais être un simple rhume, une toux de la fièvre des frissons, mais à la troisième nuit, je tremblais si fort que je ne pouvais même plus marcher jusqu'à la cuisine pour boire de l'eau. Une pneumonie, a dit le médecin. Mes poumons étaient faibles et mon âge ralentissait la guérison. Pendant 2 semaines, j'ai à peine quitté mon lit. Les pièces tournaient quand j'essayais de m'asseoir et je dépendais de Luc et Sophie pour les courses, les médicaments et parfois juste pour qu'ils s'assoient dans le salon pendant que je somnolais. Je me disais que je devrais être reconnaissante. Je me le répétais sans cesse, au moins ils sont là, au moins je ne suis pas seule. Mais il y avait quelque chose de différent dans leur présence. Je me réveillais et trouvais Luc en train de fouiller dans mon courrier. Sophie chuchotait au téléphone dans le couloir. Il se taisait brusquement quand il me voyait les regarder. J'ai mis cela sur le compte de mon esprit fiévreux, embrumé par les médicaments et l'épuisement. Un soir, je me souviens de Sophie se penchant sur moi avec un papier. Ma main était molle dans la sienne. C'est juste un formulaire de sortie de l'hôpital Marie, dit-elle doucement en pressant mon doigt sur un tampon encreur, puis sur la page. J'étais trop faible pour discuter. Ma tête retomba sur l'oreiller et je l'ai laissé me guider comme si j'étais une enfant. Quand j'ai repris des forces, j'ai essayé de ne pas m'attarder là-dessus. La guérison exigeait de la patience et je me suis accrochée à mes petits conforts, la bouilloire qui siffle dans la cuisine l'odeur de lavande du jardin que Jean avait autrefois entretenu. Mais dans les moments de silence, un malaise murmurait. Pourquoi avait-il eu besoin de mon empreinte digitale? Pourquoi n'avais-je pas lu le papier? Pourquoi le sourire de Sophie semblait-il trop éclatant, trop répété? Je me suis dit de me concentrer sur ma guérison. Un pas à la fois, Marie, pensais-je. Tu seras bientôt toi-même. Pourtant, au fond de moi, je savais que quelque chose avait basculé. Ma maladie leur avait ouvert une fenêtre et je n'étais pas sûre d'aimer ce que j'allais trouver une fois le brouillard dissipé. Quand la force est enfin revenue dans mes os, je pensais que le pire était derrière moi. La pneumonie s'était calmée, ma toux s'apaisait et je pouvais lentement marcher dans le couloir sans m'agripper au mur. C'était une victoire, jusqu'à ce que le monde me rappelle que toutes les batailles ne se terminent pas avec le corps. Certaines commencent quand on s'y attend le moins. Le premier signe est arrivé dans une enveloppe, une simple enveloppe blanche avec le logo de la banque dans le coin. Je n'ai pas été alarmée au début, je recevais des relevés chaque mois. Mais quand je l'ai ouverte, le langage était étrange. Nous avons le plaisir de vous confirmer la mise à jour des autorisations sur votre compte. Des autorisations mises à jour, mes yeux ont parcouru les lignes cherchant une explication. La lettre me remerciait d'avoir ajouté des représentants désignés pour accéder à certains fonds. J'ai froncé les sourcils, la relisant 2 fois, mon cœur commençant à battre la chamade. Je n'avais autorisé personne, je n'étais même pas allée à la banque depuis des mois. Des mois. Mes mains tremblaient en repliant le papier dans son enveloppe. C'est peu, être une erreur, me suis-je dit. Les erreurs administratives arrivent.
Pourtant, une inquiétude grandissait en moi comme de l'eau froide coulant le long de mon dos. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait à nouveau le nom de la banque. Une voix polie m'a demandé si je confirmais la récente demande de retrait. Mon souffle s'est coupé. Un retrait, je leur ai dit que je n'avais fait aucune demande de ce genre. Le ton de l'employé a rapidement changé, devenant plus rigide, plus prudent, comme si ma réponse compliquait les choses. Elle m'a assuré qu'aucune action ne serait entreprise avant que je ne me présente en personne pour confirmer. Quand j'ai raccroché, mes genoux ont failli céder. La bouilloire sifflait sur la cuisinière, mais je n'avais pas la force de me verser le thé. Je suis restée assise à la table, fixant mes mains tremblantes. L'image de Sophie pressant mon doigt sur ce papier me hantait, le tampon encreur la tâche, la façon dont elle avait évité mon regard. Un formulaire de sortie de l'hôpital, avait-elle dit, mais les hôpitaux ne mettent pas à jour les autorisations bancaires. Ce soir-là, Luc est passé. Il était inhabituellement joyeux, presque trop. Il a apporté un plat à emporter, a insisté pour que je mange davantage et n'arrêtait pas de me demander comment je me sentais. Je voulais croire en sa gentillesse, mais mes yeux s'attardaient sur la façon dont il évitait la pile de courrier près de la porte. À un moment donné, j'ai vu son regard se poser sur l'enveloppe de la banque sous un magazine et son sourire s'est crispé. « Maman », dit-il en s'essuyant la bouche avec une serviette, « tu devrais nous laisser gérer les choses pendant que tu te reposes, les factures, la paperasse, tout ça. Tu n'as pas besoin de ce stress. » J'ai hoché la tête faiblement, bien qu'à l'intérieur je criais gérer les choses ou les prendre. Le fils que j'avais élevé avec des histoires du soir et des tartes maison me parlait maintenant comme si j'étais un fardeau à gérer, pas une mère à respecter. Plus tard dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. Le clair de lune s'étirait sur le parquet et je suis restée éveillée, écoutant le silence de la maison que Jean et moi avions construite ensemble. Des souvenirs sont remontés sans y être invité. Luc enfant agrippant ma main le premier jour d'école, sa voix se brisant à la mort de Jean, me promettant « Je veillerai toujours sur toi, maman ». Cette promesse ressemblait maintenant à une cruelle plaisanterie. Le lendemain matin, une autre lettre est arrivée. Celle-ci mentionnait une étude de prêt. Mon pouls s'est accéléré à la lecture. Un prêt à mon nom. Il parlait de garantie de mon compte, de ma propriété. Ma poitrine s'est serrée. Quelqu'un était allé au-delà d'une simple tentative de retrait. On me préparait à une dette que je n'avais jamais acceptée. J'ai su alors que le papier que Sophie avait pressé contre ma main n'avait rien à voir avec l'hôpital. Ils avaient profité de ma faiblesse. Ils avaient utilisé mon empreinte digitale. Je me tenais dans le salon serrant la lettre. Mes jambes tremblaient, mais cette fois, ce n'était pas à cause de la maladie. C'était de rage. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Mon fils et sa femme n'étaient pas seulement négligents. C'étaient des prédateurs. Et ils pensaient que j'étais une proie facile. Pas cette fois, me suis-je murmuré. La flamme de la révolte s'était allumée en moi. Je ne les laisserais pas voler ce que Jean et moi avions bâti, ce que des décennies de sacrifices avaient préservé. Ils avaient confondu ma fragilité avec de la bêtise et ils allaient bientôt voir la différence. Le lendemain matin, je me suis habillée lentement mais avec détermination. Une jupe en laine, mon plus beau cardigan et la solide canne que Jean m'avait sculptée des années auparavant. Mes mains tremblaient encore en boutonnant mon chemisier, mais cette fois ce n'était pas la maladie, c'était une fureur contenue de justesse. J'ai glissé les lettres dans mon sac à main et je suis partie pour la banque. L'air d'hiver était vif, me cinglant les joues alors que je montais les marches. Chaque respiration me rappelait que mes poumons étaient encore en convalescence, mais j'ai continué d'avancer. Les portes de la banque se sont ouvertes avec un sifflement et l'odeur stérile du marbre poli et du papier a rempli mes narines. Pendant des années, ce bâtiment avait été un lieu de réconfort, de dépôt soigneusement épargné, de planification de la retraite, avec Jean un lieu de sécurité. Maintenant, il ressemblait à un champ de bataille. Un jeune employé m'a accueilli poliment, mais j'ai demandé à voir le directeur de l'agence. Je n'étais pas là pour bavarder. En quelques minutes, on m'a conduite dans un bureau vitré où M. Durand, le directeur que je connaissais depuis des décennies, s'est levé de derrière son bureau. « Madame Dubois, dit-il chaleureusement bien qu'un pli creuse son front, j'ai été surpris de voir votre nom sur ces formulaires. Qu'est-ce qui vous amène ?» J'ai posé les lettres sur son bureau. « C'est à vous de me le dire, monsieur Durand, parce que je n'ai rien autorisé. » Il a ajusté ses lunettes, dépliant soigneusement les papiers. Ses yeux ont parcouru les lignes, puis il a ouvert un tiroir de classement. Peut-être devrions-nous examiner les documents ensemble. Quand il a posé le dossier devant moi, mon souffle s'est coupé. Elle était là, mon empreinte digitale, tachée inclinée, bizarrement pressée à l'encre, sur des formulaires qui accordaient à mon fils Luc et à sa femme Sophie une autorisation complète sur mes comptes, pas seulement pour retirer des fonds, mais pour ouvrir des crédits, demander des prêts et prendre des décisions engageantes en mon nom.
La pièce a vacillé un instant comme si la maladie était revenue, mais ce n'était pas la fièvre, c'était le choc de la trahison. Ma main, mon empreinte, la marque qui était censée me protéger, avait été utilisée comme une arme contre moi. Monsieur Durand s'est doucement raclé la gorge. « Madame Dubois, je supposais que vous étiez au courant. Votre fils et votre belle-fille ont apporté ces formulaires le mois dernier. Ils ont dit que vous étiez trop souffrante pour vous déplacer en personne, mais que vous aviez consenti. Des larmes ont brouillé ma vision, mais je les ai chassées d'un clignement. J'étais trop souffrante. » Il savait que j'étais clouée au lit avec une pneumonie, je ne me souviens même pas de ce formulaire. Il s'est penché en avant, sa voix plus douce maintenant. « Alors je crains que vous n'ayez été victime d'une fraude. Famille ou pas, c'est une affaire criminelle. » Le mot flottait dans l'air. Fraude, c'était pas juste une erreur, pas un malentendu, c'était un vol commis par les personnes mêmes que j'avais élevées, nourries, vêtues et pour qui je m'étais sacrifiée. Je me suis souvenu de la voix de Sophie cette nuit-là. C'est juste un formulaire de sortie de l'hôpital Marie. La douceur, l'assurance, mon fils debout à côté regardant. Ils savaient tous les deux exactement ce qu'ils faisaient. Mon pouls battait à mes tempes. J'ai pensé à Jean, à sa fierté. Lorsque nous avions fait notre dernier versement hypothécaire, à la minutie avec laquelle il avait bâti la vie que nous partagions. Et maintenant, son propre fils était prêt à tout jouer, me laissant sans rien d'autre que des dettes. Je me suis redressée sur ma chaise, serrant plus fort ma canne. « Monsieur Durand, que peut-on faire ?» Il a tapoté les papiers avec son stylo. « Nous pouvons geler les autorisations immédiatement, mais je vous recommande de faire appel à un avocat. » C'est plus vaste que la banque. Il s'agit de protéger vos biens et franchement, vous-même, me protéger. Je n'avais jamais pensé que j'aurais besoin de me protéger de Luc, de Sophie, de ma propre famille. Mais j'étais là, assise, sous la lumière froide du bureau de la banque, à regarder les preuves. J'ai remercié M. Durand, j'ai récupéré les documents et je suis retournée dans l'air vif. Mes jambes étaient lourdes, mais mon esprit brûlait de clarté. La trahison était maintenant indéniable. Ils avaient utilisé mon empreinte pendant que j'étais trop faible pour résister. Ils avaient parié sur mon silence. En rentrant chez moi, j'ai murmuré à voix haute « Vous vouliez mon silence. » Mais vous allez entendre ma voix, c'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de dignité, de justice et de leur rappeler que même à 74 ans, je n'étais pas un pion avec lequel on pouvait jouer. Le chemin du retour de la banque fut plus lourd que prévu. Chaque pas semblait résonner du poids de ce que j'avais vu. L'empreinte tachait le jargon juridique, le nom de mon fils tapé proprement à côté de celui de Sophie. Le temps que j'atteigne le perron de ma maison, je n'étais pas seulement fatiguée, j'étais vidée. Mais quelque part sous ce vide, autre chose s'agitait, la résolution. Je n'ai pas débarqué en furie chez Luc, je n'ai pas appelé Sophie pour exiger des réponses, c'est exactement ce à quoi il se serait attendu. La colère d'une mère chaude et bruyante, facile à rejeter comme de l'émotion. Non, s'il voulait me traiter comme une idiote, alors je répondrais comme quelque chose qu'il n'avait pas envisagé, une stratège. Ce soir-là, j'ai sorti le vieux carnet d'adresses de Jean. Mon mari avait été beaucoup de choses, un mécanicien, un père, un homme aux principes solides, mais il croyait aussi qu'il fallait être préparé. Il avait insisté pour que nous gardions le numéro d'un avocat de confiance juste au cas où, pendant des années, je n'ai jamais pensé en avoir besoin. Mais en traçant du doigt le nom de Maître Bernard à l'encre délavée, j'ai senti la prévoyance de Jean comme une main sur mon épaule. Le lendemain matin, j'ai composé le numéro. Maître Bernard a répondu lui-même, sa voix rauque mais chaleureuse. Je lui ai expliqué qui j'étais, lui rappelant qu'il avait autrefois aidé Jean à régler une affaire immobilière. Il y eut une pause, puis il dit « Marie, je me souviens. Pourquoi ne passez-vous pas cet après-midi » Quand je suis arrivée à son bureau niché au-dessus de la pharmacie du centre-ville, je portais les documents dans un dossier serré contre ma poitrine. Son bureau sentait légèrement le papier et le café. Les murs étaient tapissés de livres de droit qui semblaient plus vieux que moi. Il a écouté en silence pendant que je lui exposais toute la maladie, l'empreinte, les lettres de la banque, les appels téléphoniques. Quand j'ai fait glisser les formulaires d'autorisation sur son bureau, il a froncé les sourcils. C'est une fraude pure et simple. Ils ont profité de votre incapacité, même si vous aviez signé volontairement tout contrat conclu sous la contrainte où la maladie peut être contestée, mais l'empreinte digitale, c'est une preuve accablante. J'ai dégluti difficilement. Que peut-on faire ? Il s'est adossé joignant ses doigts. Premièrement, nous sécurisons vos comptes. Je vais rédiger une notification à la banque leur ordonnant de geler toutes les actions liées à ces documents. Deuxièmement, nous rassemblons des preuves. Vous aurez besoin de copies de tout. Relevez surveillance, si possible, toute correspondance.
Troisièmement, ses yeux se sont adoucis. Nous décidons, si vous voulez, que cela soit poursuivi au pénal. Parce que Marie, ce n'est pas juste un conflit familial, c'est un délit grave. Le mot pesait lourdement entre nous, délit grave. Penser que mon propre fils pourrait faire face à cette étiquette. Une partie de moi voulait reculer, dire « non, c'est toujours mon garçon ». Mais une autre partie de moi, celle qui était assise en tremblant dans le bureau de la banque, savait qu'il ne s'agissait plus d'épargner sa fierté, il s'agissait de survie. J'ai hoché lentement la tête. Faites ce que vous devez faire. Maître Bernard a acquiescé fermement, puis a pris le téléphone pour appeler directement la banque. Je l'ai écouté parler d'un ton professionnel et sec, leur ordonnant de n'honorer que mon autorisation directe à l'avenir. Quand il a raccroché, il m'a rendu le dossier. Marie, gardez-les en sécurité. Et à partir de maintenant, ne signez rien, ne pressez votre main sur quoi que ce soit, à moins que je ne l'examine d'abord. Compris. Oui, ai-je murmuré. Quand je suis retournée dans l'air glacial, le monde semblait différent. Je n'étais plus impuissante. J'avais un plan, un allié et la loi de mon côté. La trahison me faisait toujours aussi mal, mais elle était maintenant tempérée par un étrange sentiment de force que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil, j'ai pensé à Luc quand il était petit garçon, les taches de rousseur sur son nez, la façon dont il courait vers moi après l'école, un flot d'histoires sortant de sa bouche. Comment ce garçon était-il devenu un homme qui presserait la main de sa mère sur des papiers frauduleux? Des larmes ont glissé sur mes joues, mais je les ai laissées couler. Le deuil n'était pas seulement pour les morts. C'était pour les vivants qui avaient choisi de tuer le lien que vous pensiez incassable. Mais en m'essuyant le visage, j'ai murmuré à voix haute « Vous pensiez que je serais trop faible pour me battre. Vous avez oublié qui je suis. » Et pour la première fois depuis ma maladie, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. Non pas parce que les choses étaient arrangées, mais parce que j'avais enfin le courage de les affronter. Pendant quelques jours après avoir rencontré Maître Bernard, j'ai maintenu ma routine. Je me suis occupée des fleurs, j'ai lu mes livres et j'ai bu mon thé du matin comme si de rien n'était. Extérieurement, j'étais la même Marie Dubois qu'il pensait connaître, fragile, prévisible, docile. Intérieurement, cependant, j'affûtais mon silence comme une lame. J'ai décidé d'inviter Luc et Sophie un samedi après-midi. L'air était frais mais clair, la lumière du soleil s'étirant sur mon balcon pendant que je sortais la belle porcelaine et une assiette de sablé. Je les avais préparés délibérément, sachant que Luc les aimait toujours une partie de moi, s'accrochant au souvenir du garçon qu'il avait été, une autre partie voulant voir si la culpabilité l'étoufferait en croquant dans son brochure. Gâteau d'enfance préféré. Ils sont arrivés ensemble, le parfum de Sophie emplissant l'air avant même qu'elle ne franchisse la porte. Luc m'a embrassé sur la joue de manière machinale, ses yeux balayant déjà la pièce comme pour s'assurer que rien n'avait changé. Je leur ai fait signe d'entrer dans le salon souriant doucement, bien que chaque muscle en moi ait envie de crier. Nous nous sommes assis avec nos tasses, la vapeur du thé s'élevant entre nous. Je les ai laissés parler en premier. Sophie a bavardé des soldes au magasin de meubles où elle travaillait du prix des fournitures scolaires pour Léo, leur fils. Luc hochait la tête de temps en temps, mais ses yeux évitaient les miens. Il avait l'air fatigué ou peut être las. Alors, dis-je légèrement en remuant mon thé, comment vous en sortez-vous avec les factures ces jours-ci? La cuillère de Sophie a tinté contre sa tasse alors qu'elle riait trop vite. « Ah, vous savez, ça va, très bien, Luc s'est raclé la gorge, on se débrouille maman, ne t'inquiète pas. » Leur réponse était répétée, superficielle. Je me suis adossée, inclinant la tête. C'est bon à entendre, la vie est devenue si chère. Parfois, je me demande comment les jeunes familles s'en sortent sans aide. Le silence qui a suivi était tranchant. Sophie a baissé les yeux, ses ongles vernis traçant le bord de sa tasse. Luc s'est agité mal à l'aise. Je pouvais presque entendre leurs pensées. C'est elle. La banque lui a thé, elle dit. Je n'ai pas laissé le silence durer trop longtemps. J'ai tapoté mon genou comme si je me souvenais de quelque chose de simple. En parlant de finances, j'ai rendez-vous à la banque demain. Affaire courante, vous savez. Je pensais que vous pourriez peut-être venir avec moi. J'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide pour marcher et le directeur aime toujours voir des visages familiers. La tête de Sophie s'est redressée d'un coup, son sourire figé. La banque demain, oui, dis-je doucement en sirotant mon thé. 10 heures précises. Cela me ferait très plaisir si vous vous joigniez à moi. La mâchoire de Luc s'est crispée. Il a essayé de se reprendre rapidement, forçant un sourire. Bien sûr, maman. Si tu as besoin de nous, nous serons là. Je les ai regardés échanger un regard rapide, inquiet, plein de questions qu'aucun n'osait formuler. Ils pensaient m'avoir joué, ils pensaient avoir encore le contrôle. Mais demain, le masque tomberait. Alors qu'ils se levaient pour partir, j'ai mis un sachet de biscuits dans la main de Luc. « Prends-les pour Léo », dis-je chaleureusement. « Dis-lui que sa grand-mère l'aime. » Pendant un instant, Luc a hésité, ses yeux brillants de quelque chose. Était-ce de la culpabilité ou de la peur? Il a murmuré un merci discret et s'est détourné.
Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis appuyée contre le cadre, mon souffle sortant en un frisson. Demain ne serait pas juste une autre course. Demain, j'entrerai dans la banque non pas comme une victime, mais comme une femme prête à reprendre sa dignité. Et je ne serai pas seule. Maître Bernard attendrait sa mallette à la main, la loi de mon côté. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis restée au lit, écoutant les craquements discrets de la maison autour de moi. La vieille photo de Jean sur la table de chevet attrapait le clair de lune. Je lui ai murmuré comme une prière. Demain, mon amour, demain, ils verront. Le matin est venu vif et clair. Je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai enfilé mon manteau bleu marine et j'ai attaché la broche en argent que Jean m'avait offerte pour notre 25 anniversaire. C'était comme une armure, un rappel de l'homme qui avait bâti une vie avec moi brique par brique. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de protéger ce pourquoi lui et moi avions travaillé et de montrer à notre fils que la trahison avait un prix. Maître Bernard attendait déjà quand je suis arrivée à la banque. Il se tenait dehors, sa mallette, sous le bras, son pardessus boutonné contre le froid. Il m'a salué d'un signe de tête respectueux. « Bonjour Marie, êtes-vous prête ?» J'ai resserré ma prise sur la canne. Plus que prête. Luc et Sophie sont arrivés quelques minutes plus tard, leurs pas rapides, leurs yeux passant nerveusement de moi à Maître Bernard. Le sourire de Sophie était cassant son rouge à lèvres plus vif que d'habitude, comme si elle peignait de la confiance sur son visage. Luc a marmonné un bonjour, la mâchoire tendue. À l'intérieur, le directeur de l'agence, M. Durand, nous a conduits dans le même bureau vitré où j'avais vu les faux documents pour la première fois. Des papiers étaient soigneusement étalés sur son bureau. La lumière du soleil entrait à flot, attrapant les grains de poussière dans l'air, donnant à toute la scène une gravité quasi judiciaire. Maître Bernard a posé sa mallette sur le bureau, l'a ouverte d'un clic et a exposé le dossier de preuves. Sa voix était calme, professionnelle. Madame Dubois a porté à mon attention des documents déposés ici sous des prétextes frauduleux. Nous sommes ici pour régler cela formellement avec la coopération de la banque. Sophie s'est agitée sur sa chaise. Frauduleux, c'est absurde. Marie, dis-leur que nous essayons juste de t'aider pendant que tu étais malade. J'ai croisé son regard stable et sans ciller. L'aide n'implique pas de presser la main d'une femme mourante sur des papiers qu'elle ne comprend pas. Le visage de Luc est devenu rouge. « Maman, ce n'est pas juste, tu étais d'accord. » Je l'ai interrompu, ma voix basse, mais assez tranchante pour percer l'air. J'étais délirante de fièvre, Luc. Je connaissais à peine mon propre nom. Et tu as profité de ce moment pour me voler. Monsieur Durand s'est raclé la gorge et a poussé les formulaires vers Luc et Sophie. Ces autorisations sont invalides. À compter de maintenant, votre accès au compte de Madame Dubois est résilié. De plus, cette affaire sera documentée pour une éventuelle action en justice. Maître Bernard a ajouté « Si Madame Dubois le choisit, des poursuites peuvent et seront engagées ». La falsification d'empreintes digitales et la fraude financière entraînent de graves conséquences, de la prison dans certains cas. La couleur a quitté le visage de Sophie. Elle a jeté un coup d'œil à Luc dont les poings se serraient sur la table. Il ressemblait de nouveau à un garçon acculé et furieux, mais sans nulle part où fuir. « Tu le regretteras », m'a sifflé Luc, sa voix basse, ses yeux brillants d'un mélange de colère et de désespoir. Je me suis redressée, ma canne stable à mes côtés. « Non, Luc, c'est toi qui le regretteras. Tu pensais que mon silence signifiait la faiblesse. Mais je te vois maintenant. Je vois exactement qui tu es. » Le bureau était silencieux à l'exception du bourdonnement du chauffage. Dehors, les clients et les employés vaquaient à leurs occupations. Mais à l'intérieur de cette pièce de verre, ma famille se désagrégeait. Le fils que j'avais élevé, la belle-fille que j'avais accueillie, tous deux pris dans la toile de leur propre cupidité. Maître Bernard a rassemblé les papiers, les glissant dans sa mallette avec un calme mesuré. Madame Dubois, vos comptes sont en sécurité. Je vous recontacterai cet après-midi pour les prochaines étapes. J'ai hoché la tête, bien que mes yeux n'aient jamais quitté Luc. Pendant des années, je l'avais regardé et j'avais vu mon enfant, ma fierté. Maintenant, je voyais tout autre chose. Un homme qui avait joué son âme pour de l'argent et qui avait perdu. Lorsque la réunion s'est terminée, Sophie est sortie la première en courant ses talons claquant sur le carrelage, le visage pâle. Luc est resté un peu, sa poitrine se soulevant comme si des mots se battaient pour s'échapper, mais il n'en a trouvé aucun. Finalement, il a tourné les talons et est sorti d'un pas sec. Je suis restée assise un moment de plus, ma respiration se calmant. Monsieur Durand m'a offert un sourire bienveillant. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Madame Dubois, peut-être. » Mais en sortant avec Maître Bernard à mes côtés, je savais que ce n'était que le début. La banque leur avait fermé ses portes, mais leur désespoir ne faisait que commencer à faire surface. Et le désespoir rend les gens imprudents. Cette nuit-là, en posant ma canne près du lit, je me suis demandé ce que demain apporterait. Je n'ai pas eu à me le demander longtemps. Car à l'aube, on a commencé à frapper.
On a frappé avant que le soleil ne soit complètement levé, des coups secs et urgents contre la porte en bois. Je venais de m'installer avec mon thé du matin quand ça a commencé, faisant trembler le calme de la maison. Au début, j'ai pensé que c'était le facteur ou un voisin en détresse, mais à mesure que les coups devenaient plus forts, plus désespérés, j'ai su. Quand j'ai ouvert la porte, Luc était là, le visage hagard. Sophie juste derrière lui, les yeux gonflés de larmes. La fière confiance qu'ils affichaient en entrant chez moi quelques jours plus tôt avait disparu décapée comme de la peinture sous la pluie. Maman, a commencé Luc, la voix brisée. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Sophie s'est avancée, serrant son manteau plus fort autour d'elle. Marie, on ne voulait pas que ça aille aussi loin. S'il te plaît, tu peux arranger ça. Appelle la banque, appelle l'avocat, dis-leur que tu ne veux pas porter plainte. Je les ai regardés tous les deux, leurs visages pâles et tirés, et j'ai ressenti une vague d'amère reconnaissance. Ils n'étaient pas là parce qu'ils m'aimaient. Ils n'étaient pas là par culpabilité. Ils étaient là parce qu'ils étaient acculés. J'ai laissé le silence s'étirer, m'appuyant sur ma canne, regardant leur malaise s'approfondir. Finalement, j'ai dit doucement, alors maintenant vous vous souvenez où j'habite ? Luc a tressailli, maman ne fait pas ça. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous traiter comme des criminels. Une famille, ma voix s'est élevée tremblante, non pas de faiblesse, mais d'une fureur trop longtemps contenue. Une famille ne presse pas la main d'une femme malade sur des papiers de banque. Une famille ne vole pas des empreintes digitales dans la nuit. Une famille ne joue pas avec une confiance bâtie sur toute une vie. Les larmes de Sophie ont débordé ses mains tremblantes. Nous étions en train de couler Marie. Les factures, l'hypothèque, les frais de scolarité de Léo. Qu'étions-nous censés faire ? Nous pensions que tu comprendrais. Vous pensiez que je ne me défendrais pas, l'ai-je coupé. Vous pensiez que j'étais trop vieille, trop fragile, trop dépendante de vous pour remarquer. La voix de Luc est devenue plus aiguë, désespérée. Nous ne voulions pas te faire de mal. Aide-nous juste à arranger les choses. S'il te plaît, ne laisse pas ça tout gâcher. Je me suis ressaisi, le cœur endolori, mais ma résolution était de faire. C'est vous qui avez tout gâché quand vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. Je t'ai donné la vie, Luc. Je t'ai élevé avec des histoires, avec de la nourriture. Je me suis parfois privée pour remplir ton assiette. Je suis restée éveillée des nuits à coudre des patchs sur tes jeans pour qu'on ne se moque pas de toi à l'école. Je me suis sacrifiée pour que tu puisses te tenir droit. Et maintenant, tu préférerais me voir endettée, brisée, humiliée, plutôt que d'affronter tes propres échecs. Il a baissé la tête, ses épaules s'affaissant. Pour la première fois, j'ai vu le poids de la honte fissurer son masque. Mais la honte n'était pas le repentir. La honte était la peur des conséquences. Sophie a attrapé ma main, sa prise tremblante. « S'il te plaît, Marie, pense à Léo. Si son père va en prison, si nous perdons tout. » J'ai retiré ma main froide et ferme. Léo mérite mieux que des parents qui lui apprennent que la trahison est une solution. Le vent s'est engouffré par la porte, glaçant la pièce. Luc a levé les yeux, son regard brillant. Alors c'est tout. Tu choisis la loi plutôt que ton propre sang. Je me suis redressée aussi haut que mes os me le permettaient. Je choisis le respect. Je choisis la dignité. Je choisis de vivre sans peur dans ma propre maison. Le silence entre nous était épais, seulement rompu par les sanglots étouffés de Sophie. Luc a serré la mâchoire, mais il n'avait plus de mots. Finalement, j'ai posé ma main sur la porte. « Partez », ai-je dit fermement. « Partez jusqu'à ce que vous compreniez ce que signifie être une famille. Cette porte reste fermée. » Et sur ce, je les ai mis dehors. Leurs supplications étouffées se sont infiltrées à travers le bois un instant de plus, mais je ne l'ai pas rouverte. Je suis retournée dans le calme de ma maison Macane, stable sur le parquet. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais en sécurité, non pas parce que le danger était parti, mais parce que je m'étais choisie. Après que Luc et Sophie soient partis ce matin-là, leurs supplications s'estompant sur le trottoir, j'ai fermé tous les rideaux de la maison et je me suis assise tranquillement à la table de ma cuisine. La tasse de thé à côté de moi avait refroidi intacte, mais cela ne me dérangeait pas. Pour la première fois depuis des semaines, le silence me semblait à nouveau mien, ininterrompu, non souillé par les murmures de fraude ou de trahison. Cet après-midi-là, j'ai appelé Maître Bernard. Ma voix n'a pas tremblé en lui racontant ce qui s'était passé sur le pas de ma porte. Ils m'ont supplié d'arrêter, ai-je dit. Et qu'avez-vous répondu, a-t-il demandé. J'ai expiré calme mais ferme. Je leur ai dit qu'une famille ne vole pas d'empreintes digitales, puis j'ai fermé la porte. Il y eut une pause, au bout du fil, avant qu'ils ne disent doucement « Alors vous avez déjà gagné la bataille la plus difficile ». Les jours qui ont suivi ont été remplis de paperasses, de signatures et de précautions légales. Et Maître Bernard a rédigé de nouvelles protections pour mes comptes, s'assurant que personne ne pourrait jamais y accéder sans ma présence directe. La banque, sous la supervision de M. Durand, a ajouté des garanties supplémentaires, notant dans mon dossier que mon fils et ma belle-fille avaient tenté une activité frauduleuse.
C'était étrange d'avoir besoin de protection contre les personnes même qui auraient dû me protéger. Mais étrange ou non, c'était nécessaire. Un soir, assise près de la cheminée avec la photo de Jean à côté de moi, j'ai commencé à réécrire mon testament. Le stylo semblait lourd dans ma main, mais ma résolution le guidait fermement sur la page. Les noms de Luc et Sophie, autrefois inclus sans hésitation, ont été rayés. Leur trahison ne leur avait valu que l'absence. À la place, j'ai redirigé le peu de richesse que j'avais vers l'avenir de Léo, à la condition que cela contourne entièrement ses parents jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour comprendre le sens de la responsabilité. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de justice, de s'assurer que le cycle de la cupidité et de la trahison ne continue pas sans contrôle. Dans le calme, je me suis surprise à réfléchir au chemin parcouru. La maladie m'avait laissé faible, clouée, au lit, dépendante. J'avais fait confiance à ma famille pour prendre soin de moi dans cet état fragile. Au lieu de cela, ils y ont vu une opportunité. Ils ne m'ont pas regardée comme une mère ni comme une femme qui avait bâti une vie à partir de rien, mais comme une signature, une empreinte digitale, un moyen d'arriver à leur fin. Cette trahison avait brisé quelque chose en moi, mais elle avait aussi construit quelque chose de nouveau, une colonne vertébrale plus solide, une voix plus claire, une force que je ne savais pas encore habiter en moi. Les voisins ont remarqué le changement. « Vous marchez plus droit ces jours-ci, Marie », m'a fait remarquer Madame Jennings un matin alors que je relevais le courrier. Je me suis contentée de sourire. Si seulement elle savait les batailles menées derrière ces rideaux. Luc n'est pas revenu depuis ce matin de coups et de supplications. Sophie a envoyé une seule lettre tachée de larmes et pleine d'excuses, mais je n'ai pas pu me résoudre à lire au-delà des premières lignes. Les mots, après tout, ne coûtent pas cher quand les actes ont déjà parlé plus fort. Et pourtant, je ne suis pas assise ici amère. Je suis assise ici libre. Libre de la peur que mes économies puissent disparaître dans la nuit. Libre de l'illusion que le sang seul définit la loyauté. Libre du poids du silence que je portais autrefois comme un fardeau. Certains soirs, j'allume une bougie près de la photo de Jean et je parle à voix haute comme s'il écoutait juste au-delà du voile. Il pensait que j'étais trop faible, mon amour. Il pensait que je plierais, mais je me suis relevée. Dans ces moments, je jure que la maison semble plus chaude, plus stable, comme s'il hochait la tête en signe d'approbation. La maladie peut affaiblir le corps, mais la trahison, elle endurcit l'esprit. Et dans le calme après la tempête, j'ai découvert quelque chose que j'avais oublié. Cette force n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle réside dans la fermeture ferme d'une porte, le refus de céder la digne quiétude d'une femme qui se choisit. Alors quand ils sont venus me supplier, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leurs excuses, je n'avais pas besoin de leurs justifications. J'avais déjà obtenu ma justice. Et la justice, j'ai appris, est le plus grand des héritages.